Salut la Bleusaille. Tout d'abord, désolé pour la longue absence. Vous le savez si vous avez vu la dernière vidéo news, mais je viens de déménager et pour ça j'ai dû traverser l'intégralité de la France. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais sachez que les vidéos vont reprendre à partir de maintenant. Comme vous le savez peut-être, il y a une tradition sur cette chaîne quand arrive Halloween. Il est l'heure de vous raconter des histoires horrifiques. Je vous rappelle le principe. Je vous narre 4 histoires dont 3 sont réelles et une est inventée de toutes pièces. En fin d'épisode, je vous proposerai de voter et de retrouver celle qui est issue de mon imagination. Nous verrons si j'ai réussi ou non à vous berner. Allez, c'est parti pour cette cuvée 2020 dont le thème est les objets hantés. Sortez les popcorns et accrochez-vous à vos slips parce que cette nuit, vous risquez de dormir un peu moins bien. Cette première histoire se passe au Royaume-Uni en 2010. À la mort de sa grand-mère, Sean Robinson hérite d'une bien étrange peinture nommée The Anguished Man, une toile à l'histoire inquiétante qui va faire de sa vie un véritable enfer. Qualifiée de maléfique par la vieille dame, celle-ci le gardait enfermé au grenier depuis plus de 25 ans. Le tableau lui avait été offert par une amie qui lui avait alors expliqué que l'artiste avait, pour le réaliser, mêlé son propre sang au pigment. Peu de temps après l'avoir achevé, il s'était donné la mort. D'après son aïeul, après l'avoir accroché au mur de son salon, elle s'était mise à régulièrement entendre la nuit des sanglots, des bruits inexplicables, et s'était même surprise à apercevoir la silhouette d'un homme glisser dans l'obscurité. Voilà pourquoi elle avait finalement décidé de remiser cette œuvre au grenier. Bien entendu, Sean ne croit pas un mot de cette histoire. Pour lui, il ne s'agit que d'une simple excentricité de sa grand-mère. Pourquoi sinon lui avoir légué ? Cependant, sa femme, effrayée par la représentation de cet homme que l'on pourrait croire écorché, lui demande de la ranger à la cave. Sean y consent, du moins durant un temps. Quelques années plus tard, après de fortes pluies, le sous-sol est inondé et Sean est contraint de déplacer tous les objets qui s'y trouvent. Il se rappelle alors l'existence du tableau qu'il décide d'accrocher dans la chambre d'amis au 2e étage, là où son épouse ne va que rarement. À partir de cet instant, son chien, qui le suivait jusqu'alors partout dans la maison, refuse catégoriquement de monter à l'étage. De plus, des bruits étranges résonnent régulièrement de part et d'autre de l'habitation. Sean raconte que ce son particulier donnait l'impression que quelqu'un grattait un morceau de tissu avec ses ongles. Quelque temps après, les phénomènes troublants s'intensifient et le couple et leurs enfants se mettent à entendre eux aussi la nuit des sanglots. Cependant, Sean reste persuadé, aux grandes dames de sa femme, qu'il existe une explication parfaitement rationnelle à tout ça. Mais une nuit, il se réveille brusquement et voit un homme d'âge moyen le regarder depuis le pied du lit, puis s'évaporer brusquement. Persuadé de n'avoir pas rêvé, il commence enfin à reconsidérer l'histoire de sa grand-mère. De nombreux points froids apparaissent dans la maison et la famille entend des murmures dans leur dos à longueur de temps. Tous les membres décrivent une curieuse impression d'être en permanence observés. Mais le point d'orgue arrive un soir où la femme de Sean part se coucher tôt. Quelques minutes après, elle sent le lit s'affaisser dans son dos et les couvertures se soulever. Persuadée qu'il s'agit de son mari, elle se retourne et tombe nez à nez avec un inconnu. En proie à la panique, elle se met à hurler et Sean débarque dans la chambre pour la retrouver en pleurs. C'en est trop cette fois-ci, la peinture retournera à la cave. Cependant, Sean reste intrigué. Il est désormais convaincu de la hantise du tableau et commence à parler de ses expériences sur Internet. Rapidement, certains lui suggèrent de placer une caméra en face de la toile et de la laisser tourner pour tenter d'enregistrer quelque chose, ce qu'il finit par faire. Dès la première nuit, il enregistre de fortes détonations dans la pièce, comme si des objets étaient projetés, et retrouve la porte fermée alors qu'il est persuadé de l'avoir laissée ouverte. Il décide de changer l'angle de la caméra pour filmer également celle-ci et réitère l'expérience. Surprise, le lendemain, Sean s'aperçoit que durant la nuit, celle-ci s'est encore une fois bel et bien fermée seule et que ce mouvement est enregistré sur sa caméra. Durant les semaines qui suivent, la famille subit de nombreuses manifestations désagréables, mais Sean obstiné
veut comprendre. Il enregistre des orbes lumineuses tournant autour du tableau et même celui-ci une nuit tombé du lit sur lequel il se trouvait. Mais quelques jours plus tard, son jeune fils dégringole les dernières marches de l'escalier dans lequel il se trouvait et dit à son père que quelque chose l'a fortement poussé. Sean prend enfin conscience qu'il est allé trop loin et qu'il met toute sa famille en danger. Il redescend une nouvelle fois la peinture à la cave et les phénomènes disparaissent. Aujourd'hui encore, on ignore le nom de l'artiste qui a peint cette toile. Et Sean, de son côté, continue d'investiguer pour tenter de rassembler des informations qui permettraient de prouver ou non l'histoire de sa grand-mère. Il a placé le tableau loin de chez lui en lieu sûr. Mais une chose est certaine, pour lui, sa hantise ne fait plus le moindre doute. Nouvelle histoire, nouveau lieu. Ce second récit se passe en Australie et plus précisément à Brisbane. Il met en scène Kerry Walton, alors âgée de 23 ans, et une poupée plutôt particulière. Elle est surnommée Letta, la poupée gitane, et son histoire pour le moins glaçante a fait le tour du monde dans les années 80. Alors qu'il vient de perdre sa grand-mère, Kerry se rend à Wagga Wagga, sa ville natale, afin d'assister à son enterrement. En passant entre les maisons, il aperçoit une vieille bâtisse qui avait, dans son enfance, la réputation d'être hantée. Poussé par son amour des vieilles choses et un peu aussi par défi, il s'y rend et en franchit le seuil. Lampe de poche à la main, il se dirige vers le sous-sol. Tout est poussiéreux et les nombreuses toiles d'araignée lui collent aux cheveux. C'est alors, au détour d'une ancienne commode, que le faisceau lumineux éclaire un visage dans la pénombre. Kerry sursaute, mais l'instant d'après, il s'aperçoit un peu honteux qu'il ne s'agit que d'une poupée. Son visage est hideux et son sourire fait froid dans le dos, mais mu par un étrange sentiment, il décide de la ramener chez lui, à Brisbane. À peine passé sa porte d'entrée, son chien, Randolph, au lieu de lui faire la fête comme à son habitude, se met à grogner et à aboyer en voyant le pantin. Evelyn, sa femme, n'aime pas non plus la poupée. Elle se plaint, comme bon nombre de ses amis, de se sentir mal à l'aise en sa présence et d'avoir l'impression qu'elle les suit du regard. Étrangement, ses deux enfants, eux, n'éprouvent aucune appréhension en sa présence et passent même leur après-midi à jouer avec. Le soir venu, ils demandent à dormir avec elle, mais au milieu de la nuit, ils se mettent à hurler de terreur. Kerry, pour les rassurer, se voit contraint d'enfermer le jouet dans un sac et de le descendre à la cave. C'est là que Letta restera durant 5 ans. Désormais âgé de 28 ans, Kerry traverse une mauvaise passe financière. Il décide de vendre plusieurs objets et se souvient alors de Letta. Il s'agit peut-être d'une poupée de collection et un connaisseur pourrait peut-être lui en donner un bon prix. Au bout de quelques jours, il reçoit un appel d'un commerçant situé à Sydney qui lui en offre 400 $. Il prend la voiture et fonce pour conclure l'affaire, mais arrivé à destination, impossible de sortir Letta. La poupée semble collée à la banquette arrière. Kerry comprend qu'elle ne souhaite pas quitter sa famille et décide contre toute attente de la garder. Il va sans dire que l'expérience l'avait un peu troublé. Désireux d'en savoir plus, il décide de se rendre au musée de Sydney pour la faire analyser. Les experts se montrent particulièrement intéressés et expliquent à Kerry que les clous utilisés pour la confection des chaussures laissent à penser qu'elle aurait plus de 200 ans. Selon eux, il s'agirait vraisemblablement du travail d'un artisan tzigane roumain, probablement un marionnettiste. Mais il remarque plus curieux encore. Sous l'épaisse chevelure, constituée de véritables cheveux humains, se trouve une jointure laissant penser que le crâne est amovible. Il soulève celui-ci et découvre à la stupéfaction générale un cerveau. Les experts informent Kerry que la poupée servait probablement de réceptacle. En effet, les tziganes croyaient qu'il était possible, lorsque quelqu'un mourait, de fixer son âme à un objet. Letta avait, de toute évidence, été fabriqué dans ce but. Quelque temps plus tard, un médium américain qui avait entendu parler de la poupée demande à Kerry l'autorisation de l'étudier. Il conclut que l'âme qui était attachée était celle d'un enfant, celui du marionnettiste, mort noyé. Encore un peu plus tard, une autre médium, cette fois-ci australienne, lui fait la même proposition.
Tisha, en apercevant le pantin, est immédiatement fascinée. Elle affine le premier examen et révèle que l'enfant avait 6 ans et s'est noyé durant une tempête en Roumanie. L'état aurait été amené en Australie par un immigrant. Selon elle, l'esprit est prisonnier de son réceptacle depuis des siècles et se trouve être confus et effrayé. Durant les mois qui suivent, les gens continuent à fuir la poupée, dérangés par sa présence. Evelyn raconte que certains jours elle a l'air triste et que d'autres, elle la voit sourire. Elle soutient que celle-ci est capable de changer son expression faciale. Kerry, quant à lui, affirme qu'il l'a vue plusieurs fois agiter les bras et les jambes en la posant sur un fauteuil à bascule. Gagnant en notoriété, les médias commencent à s'emparer de l'affaire et Kerry et Trisha, la médium, sont invités sur plusieurs plateaux télé. Lors de la première interview, en entrant avec l'État, un tableau se décroche et l'horloge s'arrête soudain. Lorsque la médium pose la poupée sur ses genoux, elle se met à balancer les jambes comme un enfant. Un des caméramans s'exclame alors qu'il n'y croit pas et qu'il y a un truc. C'est à ce moment-là que la poupée tourna lentement sa tête vers lui et qu'un projecteur explosa. Celui-ci pâlit et sortit précipitamment par la porte arrière pour ne plus revenir. L'événement avait été filmé et diffusé à des milliers de spectateurs médusés. Kerry et l'État firent plusieurs fois le tour du pays et d'étranges manifestations furent souvent filmées. Aujourd'hui, toute la famille s'est habituée à sa présence. Ils affirment que tout ce dont elle avait besoin était une nouvelle famille. Pour ce troisième récit, retournons quelque temps en Angleterre. Je vais vous raconter l'histoire de 2 colocataires qui vont apprendre à leurs dépens que certains objets devraient rester dans les poubelles. Nous sommes à Londres vers la fin de l'année 2012 et 2 colocataires, Joseph Birch et Sotiris Chalarambou, rentrent chez eux. Sur la pelouse, ils voient un grand miroir de style victorien posé au milieu des débris et des détritus. Il s'agit d'ordures qu'ont laissé les ouvriers après la rénovation de plusieurs appartements de l'immeuble. Trouvant ce dernier à leur goût, ils décident de le ramener chez eux et de le poser sur le radiateur du salon. Malheureusement, à partir de ce moment-là, les incidents s'enchaînent. Conduit d'eau soudain bruyant, ligne téléphonique capricieuse, même le fameux radiateur sur lequel ils reposaient fièrement tombe soudain en rade. Bien sûr, les 2 amis ne s'inquiètent pas outre mesure. Après tout, il ne s'agit que de problèmes mineurs. Mais tout change un matin où tous 2 se réveillent en hurlant. D'intenses douleurs traversent tout leur corps. Au bout de quelques secondes, elles s'arrêtent en même temps, les laissant hébétés. Le souci, c'est que ce phénomène va se reproduire à plusieurs reprises, de manière totalement inexplicable. Quelque temps après, Sotiris décide de repeindre le tableau, alors marron, en argent. Il explique que c'est à partir de cet instant que l'ambiance changea radicalement dans l'appartement. Un sentiment d'angoisse les assaille de manière brutale, d'horribles cauchemars les réveillent en pleine nuit et ils se sentent épuisés sans la moindre raison, à tel point que certains matins, ils renoncent à sortir de leur lit pour aller travailler. Une nuit, Sotiris tombe gravement malade. Malgré la chaleur, il se met à grelotter tant sa température est élevée. Inquiet, Joseph appelle les secours et une ambulance est envoyée. C'est à ce moment que Sotiris sent quelque chose lui agripper la jambe et la serrer au point de le faire hurler. Mais une fois à l'hôpital, et malgré la batterie de tests qu'il subit, les médecins sont incapables d'expliquer son état. Une fois rétabli et rentré, les choses ne vont pas en s'améliorant, surtout pour Joseph. Celui-ci a l'impression d'être observé en permanence et sombre petit à petit dans la paranoïa. Son médecin finit par lui prescrire des antidépresseurs pour atténuer ses angoisses constantes. Quelque peu apaisé, il remarque cependant que des objets disparaissent régulièrement. Un matin, il entend même une forte détonation dans la salle de bain où il se rend pour y trouver tous les produits d'hygiène au sol. Sotiris observe que Joseph, apathique, semble s'arrêter de longues minutes devant le miroir et observer des choses qui n'existent pas. Ce dernier parlera d'ombres mouvantes derrière lui. Quelques semaines plus tard, Joseph se réveille en pleine nuit à cause d'une forte douleur dans le bas du dos qui lui rappelle une brûlure.
Il va regarder dans le miroir et aperçoit de profondes griffures. C'en est trop pour les deux colocataires qui s'accordent à penser que rien ne va depuis l'arrivée de ce miroir. Ils décident donc de le mettre en vente sur eBay pour 100 livres. Ils prennent tout de même le soin d'expliquer dans l'annonce leur situation et conseillent cet objet à quelqu'un qui serait habitué à côtoyer le surnaturel. Finalement, quelques jours plus tard, le miroir trouva acquéreur. Joseph et Sotiris purent enfin passer à autre chose. D'après ce conseil, ils ne sont plus dérangés depuis. Mais une chose est sûre, c'est que la prochaine fois, ils y réfléchiront à 2 fois avant de prendre quelque chose dans les poubelles. Pour cette 4e et dernière histoire, inutile de partir bien loin, puisque nous restons en France, et plus précisément du côté de Nice. C'est là qu'habite Pierre, un étudiant qui se lancera dans une activité qui se révélera bien plus dangereuse qu'il ne l'aurait cru. Nous sommes en 2018 et Pierre décide, pour arrondir ses fins de mois, d'ouvrir une boutique un peu particulière sur eBay. En effet, celui-ci a remarqué une nouvelle tendance, les D-Book Box. Inspiré de la mythologie juive, il s'agit d'un terme emprunté pour décrire des boîtes qui contiennent des objets supposément hantés. Pierre explique qu'il y a un véritable marché et qu'elles peuvent se vendre assez cher. Bien entendu, il n'a aucune expertise en la matière et se contente de parcourir les vides-greniers le week-end pour trouver des vieilleries un peu effrayantes d'aspect. Il les place dans de vieilles boîtes qu'il ferme à la cire et peut vendre les plus grosses pour pas moins de 200 €. Il explique encore qu'il a conscience que sa démarche n'est pas très honnête, mais qu'à son avis, les gens payent plus pour l'expérience qu'ils vivent lors de la découverte que pour l'authenticité. Ce matin-là, il revient avec quelques objets particulièrement intéressants, dont une boîte à musique en bois sculpté. Celle-ci contient un petit cylindre métallique qu'il est possible de faire tourner à l'aide d'une manivelle. Pierre l'essaye en rentrant chez lui. La mélodie est très courte, à peine quelques notes, mais celles-ci le mettent immédiatement mal à l'aise. Il se dit que l'objet doit être un peu abîmé et usé et que les notes ne sont tout simplement plus vraiment justes. Il la pose donc sur sa table de chevet sans plus y faire attention en attendant de remplir la prochaine boîte qu'il mettra en vente. Pierre, cette nuit-là, fera un cauchemar absolument terrible dont il ne gardera que quelques images assez dérangeantes au réveil. Mais plus que ça, il pourrait jurer que la boîte à musique jouait d'elle-même et s'était arrêtée quelques secondes après qu'il ait ouvert les yeux. Troublé, mais persuadé qu'il ne s'agit que d'une impression, celui-ci s'habille et part pour la fac. Durant les jours qui suivent, Pierre commence à remarquer des choses étranges. Des bruits de pas, d'objets qui tombent et disparaissent, et même des murmures. Il habite pourtant seul et n'arrive à expliquer ces phénomènes. Mais le plus inquiétant, c'est qu'il entend régulièrement quelques notes de la boîte à musique retentir dans son petit appartement alors qu'il en a retiré le rouleau. Maintenant persuadé que, contre toute attente, il a réellement déniché un objet hanté, il précipite la confection de sa prochaine boîte et met l'annonce en ligne. Mais alors qu'il ne mettait jamais plus de quelques heures à vendre ses colis, cette fois-ci, impossible de trouver acquéreur. Durant une semaine, personne ne fera la moindre proposition et Pierre continue pendant ce temps-là d'entendre la boîte à musique jouer à l'intérieur même du paquet. Les cauchemars se font de plus en plus vifs chaque nuit et même si le temps est magnifique, il a l'impression que son appartement devient de plus en plus sombre. À vrai dire, il s'y sent mal à l'aise, comme s'il n'était pas le bienvenu chez lui. Un soir, ne sachant plus que faire, il ouvre le colis, sort la boîte à musique et part la jeter dans un conteneur à côté de son immeuble. Cette nuit-là, il se réveille en sursaut, transpirant, avec un mal de crâne affreux. Il voit une forme sombre au pied de son lit qui semble pointer un doigt en direction de sa table de chevet. Pierre allume brusquement la lumière, mais il n'y a rien. Mais en tournant son visage à sa droite, son cœur s'arrête. Sur sa table de nuit repose à nouveau la boîte à musique. Il raconte qu'il passa le reste de la nuit assis dans son lit, incapable de trouver le sommeil. Le lendemain, désespéré, il prend la boîte à musique et l'emmène dans un vide-grenier qui a lieu pas très loin de chez lui.
Il se dit que sur place, il trouvera bien quelqu'un qui acceptera de lui prendre, même gratuitement. Comble du hasard, au détour d'un étal, il croise le vieil homme qui lui avait vendu quelques semaines avant. Pierre lui raconte alors ce qu'il a vécu ces derniers jours sous les yeux médusés du grand-père. Celui-ci lui affirme qu'il n'a jamais rien ressenti de tel, bien au contraire. Depuis la vente, il éprouve un véritable manque et fait tous les vides-greniers de la région pour tenter de le retrouver et récupérer son bien. Il lui raconte qu'il a mystérieusement trouvé cette boîte à musique dans son grenier et qu'elle était à côté de son lit depuis plus de 20 ans. On n'en sait pas beaucoup plus sur cet objet, mais Pierre raconte que depuis, tout est rentré dans l'ordre. Il suppose que tout ce que voulait l'esprit qui y était attaché était de retrouver le foyer où il se sentait bien. Depuis, il a définitivement fermé sa boutique et, étrangement, ne fait plus de vide-grenier. Nous voici arrivés au terme de cette émission. Comme annoncé au début de la vidéo, sur ces 4 histoires, seulement 3 sont vraies. À votre avis, laquelle est inventée? Je vous laisse voter, puis je vous dis ça. La fausse histoire était la 4e et dernière. En effet, cette histoire de boîte à musique n'a jamais existé. En tout cas, pas à ma connaissance. Le phénomène des D-Book Box est néanmoins bien réel, et je suppose sans peine qu'il doit exister des récits du même type. Sachez que Sean Robinson possède une chaîne YouTube sur laquelle il poste des vidéos de son fameux tableau, et il est également assez facile de se procurer les archives des émissions dans lesquelles passait la poupée Letta. Donc n'hésitez pas à checker tout ça si le cœur vous en dit. J'espère que ces quelques aventures vous auront fait frissonner. On se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles histoires et bien sûr bien avant ça, pour de nouvelles vidéos. Ciao!